Merci beaucoup. Merci beaucoup pour venir en grand nombre. On est vraiment enchanté d'avoir l'opportunité de vous parler un peu de la notion de confiance dans les données. On va dans le contexte surtout, et regarde, c'est un sujet qu'on parle depuis très longtemps, mais ça reste quand même un sujet de l'heure très, très important. Et on veut apporter un peu un twist là-dessus et pas uniquement parler de Gen AI, mais vraiment regarder un peu comment on arrive à avoir la confiance dans nos données. Et je suis avec mon collègue Florian. Je vais m'introduire. Je suis Moshe Toledano. Je suis un associé au sein du PwC. J'ai une responsabilité de gérer la pratique de cyber et vie privée au Québec. Ça fait quasiment 25 ans que je suis dans le domaine de cyber et de la vie privée, vécu de plusieurs côtés de la médaille, à l'industrie, comme consultant. Et c'est un domaine qui reste très, très dynamique. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Florian. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Florian Street. Je suis le premier directeur en charge de la pratique de vie privée au Québec chez PwC. Donc ça fait une dizaine d'années que je me consacre à la protection de la vie privée, à la gouvernance des données. Vous l'entendez à mon accent, je ne suis pas tout à fait pure laine. Donc j'ai passé les 7 premières années de ma carrière en Europe à aider les entreprises avec le RGPD, leur gouvernance de données. Puis j'ai eu la chance de venir il y a 3 ans au Québec pour aider nos clients à s'attaquer à la loi 25. Alors aujourd'hui, on va vous parler de confiance dans les données, mais je pense que pour être tous à la même heure, il faudrait commencer par faire une petite définition. Donc qu'est-ce que c'est que la confiance dans les données? Donc pour nous, chez PwC, on définit la confiance dans les données comme la capacité d'une entreprise à s'appuyer sur une donnée saine pour prendre des décisions. Donc ça veut dire que je peux faire confiance dans ma donnée, elle est intègre, elle est de qualité, elle est disponible, on ne va pas me la voler, elle ne va pas fuiter, etc. Bon. Dans la confiance dans les données, il y a quand même 2 facettes qu'il faut bien comprendre. Il y a la facette offensive et puis il y a la facette défensive. Offensive, ça veut dire que je veux utiliser ma donnée pour la valoriser. Donc je connais mieux mes employés, je connais mieux mes clients. Défensive, ça veut dire je vais défendre ma donnée, je vais la protéger, je vais éviter qu'on me la vole, je vais éviter qu'elle fuite et je vais me conformer aux différentes réglementations. Dans la confiance dans les données, pour nous, il y a 4 grands chantiers à mettre en œuvre pour atteindre cette confiance dans les données. On doit d'abord gouverner la donnée. Donc gouverner la donnée, c'est assez simple, c'est mettre en place les règles qui s'appliquent à la donnée, donc c'est vos politiques. Mettre en place les rôles, les personnes qui sont en charge d'appliquer ces règles. Vous allez également devoir découvrir vos données. En fait, on ne peut pas protéger une donnée qu'on ne connaît pas. Si je ne connais pas ma donnée, si je ne sais pas où elle est, si je ne sais pas sur quoi elle porte, je ne peux pas la protéger. Donc ça, c'est beaucoup la cartographie des données. Et puis également le fait de faire des scans sur les serveurs pour voir ce qui se balade sur les serveurs. Je vais devoir également minimiser les données. Puis là, on est beaucoup dans le réglementaire. Je dois la supprimer quand j'en ai plus besoin. Puis vous savez tous dans la salle à quel point c'est une décision difficile de supprimer la donnée, parce que ça peut avoir des enjeux légaux. Et puis je vais devoir, dès que je n'ai pas besoin d'une donnée, ne pas l'utiliser. Utiliser par exemple des renseignements personnels que si j'en ai absolument besoin. Donc je vais anonymiser, je vais dépersonnaliser. Et enfin, je protège mes données. Là, on est plus dans une dimension cybersécurité. Je lutte contre la fuite, contre le vol. Mais dis-moi Moshe, tout ça, ça me paraît un peu théorique. Alors, dans les faits, qu'est-ce que c'est que la confiance dans les données pour nos clients? Je pense que je vais peut-être retourner un peu dans l'historique ou peut-être mettre ça dans un certain contexte. Et si j'avais des cheveux, vous aurez vu qu'ils sont tous gris. Alors, j'ai un peu d'expérience dans le domaine. Et puis, quand moi, j'ai commencé dans le domaine de cybersécurité, ça fait une vingtaine d'années, on a regardé, c'était beaucoup des questions de protéger nos données. Mais encore une fois, on était les gardiens, mais on était tout seul. On était en silo, il y avait une obligation, il y avait un besoin de protéger, mais c'est nous qu'on était plus paranoïdes que peut-être la business. Et puis si on avance un peu dans le temps, on a vu les règles du GDPR qui sont arrivées, et puis récemment d'autres règles de conformité. Alors là, on a eu un allié dans tout ça, c'est le Chief Privacy Officer. Alors le CPO nous a rejoints. Eux aussi, ils ont commencé à œuvrer dans le domaine de vie privée pour protéger pas toutes les données, mais juste une mince tranche de ces données. Mais dans cette équation, il y avait toujours les propriétaires, les seuls qui prennent avantage des données, qui utilisent des données
dans le jour à jour pour générer la valeur était toujours absent. Et je pense aujourd'hui, on commence à voir avec un modèle, quand on regarde ici, c'est quoi la confiance de données, c'est vraiment, on a besoin de ce triangle, d'avoir les gens qui vont protéger les données, le CISO, le CPO, mais également ceux qui vont valoriser la donnée pour compléter ça. Alors, c'est vraiment une question, cette protection, ça devient un travail de collaboration primordial. OK, alors je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'a beaucoup marqué. Donc j'étais en train d'essayer de convaincre un patron d'unité d'affaires dans le domaine du pétrole de nous donner 2 équivalents temps plein, 2 personnes pour faire de l'intendance de données, pour être data steward. Et alors que j'essayais de le convaincre que c'était important, la gouvernance des données, lui, il me dit, écoute Florian, moi, ma fille, elle est première de la classe, alors pourquoi je vais lui dire d'aller ranger sa chambre? En fait, ce qu'il voulait me dire, c'est notre entreprise est hyper performante, on fait des profits records, bon, et puis si on est dans le pétrole, pourquoi est-ce qu'on va aller s'embêter à investir autant de millions pour faire de la gouvernance de données, de la protection de données, de la protection de la vie privée? Puis ça m'a plongé dans une sorte de désarroi, de crise existentielle, puis je pense que comme on est tous praticiens, aujourd'hui, vous avez dû, vous aussi, probablement être dans ce genre de situation. Puis je me suis dit, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on fait? Puis après, je lui ai dit, oui, mais attends, il y a le RGPD. Est-ce que vous voulez prendre une amende? Et il me dit, oui, mais nous, on peut payer. On peut prendre de l'amende. C'est OK, bon. Et votre réputation, alors, la perception du public, est-ce que ça compte pour vous? Il me dit, oui, mais enfin, écoute, toutes les entreprises qui ont eu des histoires, soit des fuites de données, etc., toutes se sont remises sur pied. Donc, eh ben, si on a une histoire, on fera du PR et puis on se remettra sur pied. Alors, là, je cherchais des arguments dans ma tête, puis je me suis dit, oui, mais le sujet de l'heure, là, c'est l'IA, finalement, hein, c'est l'intelligence artificielle. On connaît tous l'adage garbage in, garbage out. Donc c'est peut-être déjà un argument, c'est de dire si on veut prendre le virage de l'IA, il faut absolument avoir une donnée de confiance. Il s'est passé quelque chose au Canada, dans une entreprise en mars, là. Il y a un chatbot qui était basé sur de l'intelligence artificielle générative qui a halluciné un rabais et qui a offert à un client qui n'avait pas le droit à un rabais. Et donc, dans un premier temps, l'entreprise a commencé à dire oui, mais non, mais c'est une hallucination du chatbot, on n'est pas tenu par ce rabais. Puis il y a eu une décision de justice et oui, ils ont dû se conformer à la décision qu'avait halluciné leur chatbot. Mais moi, je ne sais pas si tu as d'autres histoires qui vont dans le sens de ces investissements dans la confiance. Oui, il y en a plein d'histoires et on a tous vu plusieurs des exemples où quand il y avait des données qui n'étaient pas disponibles, il y avait des impacts majeurs. Et je pense que la question de confiance en données, ça va au-delà des enjeux commerciaux. Et si on regarde de plus en plus, la technologie, c'est au cœur de notre société. Les services qu'on reçoit de nos gouvernements, de nos entreprises, ils sont tous générés par la technologie. Et on parle des hôpitaux qui vont perdre des données de santé. Et puis vraiment, on a des impacts de vie où des patients, ils ne peuvent pas avoir les traitements nécessaires. Ou peut-être quelque chose aussi simple qu'un système où on doit renouveler nos permis de conduire. On le sait un peu tous qu'on parle. Et puis là, ça devient, c'est offline pendant un petit bout. Ben là, pour la majorité de nous, il n'y a pas un grand impact. Mais imaginez être un chauffeur de camion comme carrière. C'est comme ça que vous faites votre vie. Et puis là, tout à coup, on ne peut plus renouveler les permis, on ne peut pas plus faire rien. Alors, la technologie, c'est vraiment au cœur de notre vie, mais les données, c'est au cœur de la technologie. Alors, de plus en plus, ces données, la confiance dans ces données, ce n'est pas juste une question commerciale. C'est vraiment, ça devient de plus en plus un enjeu de qualité de vie. Et on a vu beaucoup, beaucoup d'exemples. Et je pense que maintenant, avec la dépendance sur la technologie qui s'accroît à une vélocité énorme, comme l'exemple que Florian a parlé, c'est un peu banal de parler d'un escompte pour un produit qui est halluciné par un chatbot. Mais imaginez, c'est un chatbot qui donne des conseils à un médecin. Et c'est là qu'on veut avancer. Et derrière tout ça, c'est vraiment une question de confiance dans les données qu'on a dans les entreprises. Bon, en fait, moi, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, Moshe, c'est que ce n'est pas un vrai choix. Il n'y a pas une sorte d'alternative pour les entreprises de dire est-ce qu'on investit dans la confiance ou pas.
c'est the cost to operate. Mais dis-moi, c'est quand même des gros investissements, tout ça. Est-ce qu'on peut en tirer une sorte de retour sur investissement? Oui, et je veux prendre avantage de présenter quelques chiffres qu'on a. C'est un sondage que PwC a fait récemment. C'est un sondage de grande envergure. C'est mondial. On a 4-5 000 participants. Intéressant aussi qu'on a des participants côté CISO, CPO, mais aussi au niveau des PDG, des Chief Data Officers. Alors, ça représente aussi une vue exécutive. Alors, c'est très récent. Je vous encourage à venir nous visiter à notre booth. On va vous donner le lien sur notre site web. Il y a beaucoup de données très, très intéressantes dans ça. Mais le point ici, c'est que de plus en plus, comme Florian a parlé avant, il y a plusieurs volets qu'on doit arriver pour avoir la confiance dans la donnée. Puis on voit cette convergence et on voit que de plus en plus, la conformité, ça devient un levier pour investir à protéger nos données puis à arriver à une question de confiance. Comme je dis encore, quand moi j'ai grandi dans le cyber, la conformité, l'approche était minimaliste. Fait qu'on doit faire pour laisser les régulateurs get off our backs. Ils ne nous dérangent pas trop et on est conforme. Ça, c'est l'objectif. Alors, on veut rentrer, faire le minimum et minimiser les coûts parce qu'on ne voit pas de la valeur dans ces exercices. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est une tendance assez exceptionnelle qu'on a quasiment 80% de nos répondants qui sont en train de dire que la conformité, ça devient un levier pour les aider dans les domaines de cyber, dans les domaines de protection des données et même de plus en plus d'arriver à les aider à accélérer leur programme de gouvernance de données. Alors, et c'est là l'approche que de plus en plus, on essaie d'encourager chez nos clients et dans le marché, de dire c'est un effet levier. Faites pas juste une chose à la fois, arrêtez de travailler en silo et qu'on doit vraiment prendre avantage de toutes les opportunités qu'on a pour avancer ce domaine qui n'est pas toujours simple, mais absolument critique pour nos entreprises. Oui, puis ça peut paraître un peu banal de dire on va transformer la contrainte en opportunité. Ça peut paraître un peu du blabla de consultant, là, mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais eu la chance, il y a quelques années, d'être responsable du programme de gouvernance de données et de protection de la vie privée du deuxième plus grand assureur mondial. Et eux, ils avaient eu une idée géniale. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés au RGPD et ils se sont dit on va utiliser le budget de RGPD pour monter notre programme de gouvernance de données. Donc ça veut dire que on a mis en commun tout l'effort de mise sous gouvernance des données. Finalement, on a fait une seule cartographie des données plutôt que de faire un inventaire des traitements pour le privacy d'un côté, puis un catalogue de données pour la gouvernance des côtés de l'autre. On a fait un seul catalogue qui avait juste plus de champs. Puis, en termes de processus, pareil, au lieu de faire un processus de privacy by design pour le privacy, puis des processus de gouvernance de données, par exemple pour le transfert de données, etc., on a fait un seul processus bout en bout qui s'appelait, c'était long à dire, Privacy and Quality and Security by Design. Mais si vous voulez, ça a beaucoup allégé la charge sur les chefs de projet, ça faisait moins de paperasse et c'était extrêmement efficace. Et puis enfin, le réseau d'intendance, les intendants, ils faisaient deux choses. Ils faisaient le privacy, puis également la gouvernance de données. Et pour l'anecdote, ça leur donnait un rôle tellement intéressant que quand on avait fait des appels à candidature pour le rôle de Data Steward, d'intendant, on a eu plus de candidatures que de postes. Donc il y avait vraiment un enthousiasme et les gens comprenaient qu'ils se professionnalisaient, que ça améliorait leur employabilité. Et Florian, clairement, quand tu parles, je sais que tu es jeune, mais si tu parles que tu es à 23, ça veut dire que l'entreprise que tu parles était bien à l'avant de la courbe. Est-ce que tu peux nous partager, est-ce qu'il y avait d'autres bénéfices qu'ils ont tirés de prendre un peu cette approche? Oui, tout à fait. Écoutez, moi je pense que ça a divisé par deux le budget. Déjà facilement. Et puis ça nous a énormément accéléré, c'est-à-dire qu'au bout de 9 mois, on commençait à faire de la suppression de données. À l'issue de la durée d'utilisation, on a supprimé 2 millions de lignes dans les ERP la première année. Donc ça a été vraiment un accélérateur. Alors, c'est ça. Alors la convergence, de partir en équipe, across the enterprise, ça donne un grand avantage. Mais dis-moi, Moshe, au Canada et au Québec, comment ça se passe? Alors, juste encore pour partager un peu des mêmes chiffres du même sondage. Voilà,
clairement, et je ne veux pas parler du côté de Gen AI, on parle beaucoup de ça et la sécurité, la surface de le Gen AI va générer une surface de sécurité plus importante. Le chiffre que moi, je focusais un peu, c'est que 72% des entreprises sont en train de travailler sur la gouvernance au niveau de Gen AI. Et moi, comme je suis un peu pessimiste après 25 ans dans la cyber, je prends l'inverse. Ça veut dire la grande majorité, ils ne sont pas encore arrivés. Ils n'ont pas encore trouvé la recette. Ils ont encore des enjeux importants à régler. Et c'est là qu'on doit vraiment focuser et puis avoir effectivement de continuer à faire cet investissement parce que le fait, en effet, ça nous dit qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais il y a également beaucoup de risques et on n'a pas encore craqué la recette pour effectivement bien gouverner et gérer les risques de ces facettes. Cybersecurity, comment dire, comme un avantage concurrentiel. Et encore une fois, on a vu que presque la moitié des entreprises qui ont répondu, ils voient la cybersécurité comme un avantage. Mais encore une fois, je traduis d'autres façons. La cybersécurité à la réalité, c'est pas quelque chose qui est très proche des clients ou des externes. Mais on traduit la cyber par la confiance. L'entreprise va protéger mes données, l'entreprise va être stable, ils vont être fiables, ils vont continuer à nous offrir des services d'une façon fiable. Alors qu'on voit, c'est une question de loyauté de clients, c'est une question de stratégie, différenciateur au niveau de notre approche. Et vraiment, de plus en plus, on voit les compagnies ils prennent cette approche de cybersécurité, de protéger les données, d'avoir la confiance dans les données, ils sont beaucoup plus agiles. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus attachés avec la qualité des données, leur technologie, leur projet, ça avance à un rythme plus rapidement. Et puis effectivement, ils ont un avantage de livrer leurs produits, de donner leurs services d'une façon plus évolutive et d'une façon plus efficace. Et le dernier, c'est toujours, on voit toute ma carrière, j'ai vu ce même gap. Et je pense, nous, comme membres des communautés de cybersécurité, de vie privée, on a une obligation. Et le fait que je parle ici, c'est l'écart entre comment les dirigeants ils vont les choses au niveau de intelligence artificielle, protection des données, privacy. Ils pensent qu'on est mieux positionné qu'on est vraiment. Alors cet écart, c'est un écart important parce que nous, on voit les risques, mais si nos dirigeants ils ne le voient pas de la même façon, ben, ils vont avancer, ils vont prendre des mauvaises décisions, ils vont prendre des mauvaises moves, ils vont peut-être avancer trop vite. Et la réalité qu'on voit, si on avance trop vite sans la cyber, sans la conformité, sans la vie privée, ben, à un moment donné, on doit arrêter. Et je dirais l'anecdote que je partage souvent, c'est toute ma carrière, on s'est dit au niveau de la cyber, vous êtes des freins, vous arrêtez les projets, vous êtes des freins, vous êtes des freins. Et à la réalité, c'était vrai. Mais aujourd'hui, quand on veut accélérer, puis on va partir très vite, imaginez-vous à prendre une voiture de sport qui peut rouler à 300 km et les breaks sont pourris. Ben alors, évidemment, on ne va pas être capable de rouler à la propre vitesse puis maximiser l'expérience de la voiture. Alors, oui, il y a des freins, mais je pense que c'est des freins à grande valeur et nous, on doit encore une fois aider à nos dirigeants à bien comprendre c'est quoi les enjeux d'une façon très concrète et les aider, les aiguiller dans les bonnes pistes, dans les bonnes approches. Voilà, puis j'aimerais construire là-dessus, puis faire un petit zoom sur la vie privée, hein, parce que comme vous le savez, au Québec, on a la loi 25, là, qui a fini de rentrer en vigueur en septembre, hein, qui met un standard vraiment de qualité mondiale, équivalent au RGPD. Hein, comme vous le savez aussi sans doute, au Canada, au fédéral, on a le projet de loi C27. Alors on ne sait pas trop ce qui va passer cette année, ce qui ne passera pas, mais en tout cas, le pays au global s'en va vers ces standards élevés de vie privée. Et donc nous, on a beaucoup de nos clients qui ont mis en place des programmes assez ambitieux. Alors, pour vous donner un petit peu l'heure juste sur ce marché canadien et québécois, je dirais qu'on peut répartir les organisations en trois grandes catégories. On va avoir la première catégorie, c'est les pionniers. Alors, c'est vrai que c'est souvent des gens du secteur de la banque ou de l'assurance. D'ailleurs, l'histoire que je vous contais tantôt, c'est le secteur de l'assurance, c'est les services financiers. Pourquoi ? Simplement parce que ce sont des entreprises qui ont l'habitude d'être régulées.
et qui ont l'habitude de faire du reporting réglementaire et de la conformité sur les données. Donc finalement, elles ont déjà toute une infrastructure pour faire du reporting réglementaire et elles vont venir brancher une nouvelle réglementation sur ce réseau de conformité, ce réseau de reporting qu'elles ont déjà. Ça va être le premier groupe. Vous savez, dans l'approche de maturité, on distingue 3 grandes étapes. On dit qu'il faut d'abord apprendre à ramper, ensuite vous apprenez à marcher, ensuite vous apprenez à courir. Donc quand vous apprenez à ramper, c'est juste vous faites une analyse de l'existant, vous faites votre feuille de route. Ensuite, quand vous apprenez à marcher, vous allez construire votre projet. Puis quand vous courez, vous allez l'industrialiser via de l'outillage pour le soutenir dans le temps. Je dirais que mes banques du groupe 1, là, elles sont en train de finir d'apprendre à marcher, elles commencent à courir. Elles sont en train de commencer à implanter les Colibra, les OneTrust, les Big ID de ce monde. Elles commencent à avoir des processus matures, par exemple le processus de Privacy by Design. Elles commencent à mesurer l'efficacité de leur processus. Ensuite, on va avoir un deuxième tiers, c'est les entreprises B2C, donc qui ont comme client final des personnes physiques. Ça peut être des entreprises qui n'ont pas l'habitude de traiter les données qui, finalement, elles n'avaient pas encore pris conscience que la donnée était au cœur de leur modèle d'affaires. On peut penser par exemple aux détaillants, aux vendeurs de détail. Bon, eux, ils n'avaient pas cette infrastructure préexistante comme les banques, donc ça a été plus de travail. Donc je dirais qu'eux, ils sont un peu au milieu de l'apprentissage à marcher. Ils sont en train de faire leurs projets. Et puis on a le dernier tiers que j'appelle affectueusement les procrastinateurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec et au Canada qui se planquent là derrière le mur et puis qui attendent de voir les premières décisions de la CAI pour voir si on a des amendes, si elles sont grosses ou pas, puis surtout si c'est des entreprises locales ou pas. Et Florian, tu sais, avant qu'on quitte, il y a toujours un espoir qu'après une session comme ça, qu'on va partager des idées, qu'on va partager quelque chose qui va être pratique, que vous pouvez reprendre chez vous, partager avec vos équipes. Alors, dis-nous un peu, Florian, passer en action. Quelles recommandations, quelles pistes d'idées qu'on a pour la gang? Absolument. Donc, une première étape, ça pourrait être d'évaluer votre maturité dans la confiance des données. Donc, pour rappel, on a 4 grands volets de la confiance des données. D'abord, la gouvernance des données. Ensuite, la découverte des données. Ensuite, c'est la minimisation des données. Et enfin, on a la protection des données, donc plus la cybersécurité. Donc, évaluez votre posture. Ensuite, on vous conseillerait de faire les scénarios catastrophes, c'est-à-dire d'imaginer qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien pendant les 5 prochaines années. Ça vous permettra d'être bien solide quand vous vous ferez challenger sur le budget, parce que vous allez pouvoir présenter les différents scénarios. Ensuite, on vous conseille de collecter de la donnée, de factualiser votre raisonnement. Il y a quelque chose qu'on adore faire avec Moshe, puis avec l'équipe, c'est de faire des scans. C'est-à-dire, vous prenez des serveurs et puis vous regardez ce qu'il y a dessus. Puis vous allez voir si vos politiques que vous avez mis en place sur le papier quand la loi 25 est rentrée en vigueur, quand les premières dispositions sont rentrées en vigueur, vous allez pouvoir vous rendre compte si les gens appliquent ou pas ces dispositions. Ça va vous donner l'heure juste. Ensuite, ce sera très important de vous asseoir avec votre Chief Data Officer, avec votre Chief Information Security Officer, avec votre Chief Privacy Officer, avec idéalement quelqu'un du business comme Chief Operation Officer. Et d'avoir un discours commun et notamment, vous allez pouvoir allier vos forces, notamment d'un point de vue budgétaire. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'aller voir votre direction et de leur faire votre proposition. Super. Alors, si je reprends un peu quelques points, c'est d'avoir une réflexion honnête et claire et pas juste théorique, de se baser sur des données réelles. On fait des scans, on regarde le concret. Et puis encore une fois, les scénarios, c'est des vrais scénarios. Ce n'est pas la théorie qu'on peut avoir des amendes. Ce n'est pas ça qui va motiver nos dirigeants. C'est vraiment avoir quelque chose de concret avec des risques et des scénarios réels. Et finalement, de devenir des rassembleurs ou un catalyseur, de rassembler nos collègues, de faire les choses en commun. Et puis là, on peut maximiser, avoir cette synergie, puis après maximiser les résultats qu'on a, réduire les coûts, accélérer les résultats, qu'on travaille en équipe. Merci. Merci Florian. Merci Moshe. Je pense qu'il nous reste quelques minutes
On a un micro jusqu'ici. Alors, si vous avez des questions, points d'interrogation, des challenges, même des insultes, ben, on est tous là et puis vous pouvez les lancer. On est prêt s'il y a des questions. Merci beaucoup. Bonjour. Question, comment est-ce que les entreprises gèrent les risques liés à GenAI, les risques de data liés à GenAI versus les bonnes pratiques qui devraient être en place? Est-ce que je peux prendre celle-là? Oui, vas-y. Écoute, c'est une super bonne question. C'est sûr qu'on n'a pas un recul énorme non plus sur la question, mais ce que certains de mes clients m'ont raconté, c'est qu'eux, ils se branchent sur le processus de privacy by design. Dans la loi 25 au Québec, on appelle ça l'évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. C'est un processus qui a été rendu obligatoire par la loi 25. C'est une analyse de risque en fait pour tous les nouveaux projets. Et donc, ils vont pouvoir se brancher sur ce processus pour évaluer leurs risques liés à l'IA. Vous savez, les risques liés à l'IA, c'est le risque d'hallucination, le risque de création de biais, le risque de discrimination. Ils vont venir rajouter ces critères supplémentaires dans le processus de FVP qui généralement est requis pour la mise en œuvre d'un projet dans le cadre du gating process de gestion de projet. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, et je peux peut-être ajouter un autre point ou compléter un peu. On voit aussi des clients qui, au départ de GenAI, ils ont sauté sur la vague. On voit que ça va changer le modèle d'affaires, ça va apporter des efficiences énormes, a lot of excitement. Puis là, on commence à voir les premiers essais, puis on commence à voir les premiers échecs aussi également. Et puis là, je vois un autre phénomène qui s'installe, c'est les clients se sont un peu paralysés. Maintenant, on a peur. Alors maintenant, c'est la question de... on ne veut pas faire des gaffes comme les autres ils ont fait. Être le premier pour le faire, on est innovateur. Le deuxième à le faire, on n'est peut-être pas si bon. Alors, on commence à voir beaucoup la gouvernance. Et je ne parle pas de gouvernance, de protection, conformité, etc. Je parle d'avoir un processus très bien structuré. C'est quoi les idées? Comment on les évalue? Comment on gère les risques? Quelle technologie? C'est quoi l'impact de la qualité des données? C'est quoi l'impact le plus pire? S'il y a une gaffe majeure, est-ce que cet impact est vraiment sévère ou est-ce qu'on peut vivre avec ça? Alors, vraiment de mettre en place cette gouvernance de point-to-point pour vraiment bien, pas juste une question de gérer le risque, mais bien comprendre qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on a besoin, comment on gère le risque et comment on espère arriver à un bon résultat. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous? Bonjour. Question. Comment s'assurer de protéger et de bien gouverner les données dans un contexte, dans un monde où est-ce qu'on a de moins en moins de frontières physiques? Où est-ce qu'on est plus exposé à ce que la donnée soit manipulée, stockée, traitée hors du Canada, hors du pays en lui-même, en tant que tel? OK. Ben moi, je peux essayer de prendre celle-là et puis tu peux enchérir. C'est une très bonne question et de plus en plus, comme j'ai dit, la technologie au cœur de notre vie, les données au cœur de la technologie et les données sont partout dans le monde et on n'a pas toujours le contrôle de ces données. Alors, encore une fois, de vraiment bien regarder la base, qui a nos données, c'est quoi leur pratique, toute la base qui est là. Mais après, c'est vraiment, je pense que ça devient une question de qualité et intégrité de données, de comprendre qu'est-ce qui peut partir mal avec nos données? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut affecter l'intégrité ou la sécurité de ces données et bien maîtriser ces risques et puis mettre ça dans le contexte du use case qu'on est en train de le regarder. Et après, évidemment, appliquer les contrôles nécessaires pour éviter ces risques et éviter ces impacts. Et je ne parle pas juste de la sécurité, ça peut être une question de je veux absolument qu'un fournisseur va avoir des processus de mise en place, de tests, etc. C'est vraiment une question qui tue, parce qu'on est dans un monde informatique très interdépendant. Puis l'époque où on construisait soi-même ces outils, où on hébergeait soi-même ces données on-premise, c'est une époque qui est largement passée. Donc aujourd'hui, on est beaucoup dans l'époque de l'info nuagique. Et puis, je parlais ce matin avec un participant à la conférence, puis on parlait de cloud souverain. Puis on disait, oui, mais par exemple, les Européens,
Est-ce qu'on peut se passer vraiment d'Amazon Web Services, de GCP, Google Cloud Platform? C'est très dur parce que c'est les plateformes qui sont les plus performantes, qui sont les plus élastiques. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est interdépendant de fournisseurs d'infos nuagiques pour protéger les données? Alors, le premier niveau de réponse, c'est que ça se passe énormément au niveau contractuel. Hein. Vous allez devoir vous assurer que contractuellement, vous allez forcer votre fournisseur de services à respecter le droit, par exemple le droit québécois si vous êtes au Québec. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas dans une situation de force? Hein, mettons, vous négociez avec un des géants de ce monde. Bon, bah là, vous allez devoir loguer le risque parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose que vous allez pouvoir faire. Vous allez devoir vous assurer que votre direction sait que tel contrat, il n'est pas conforme et que vous acceptez le risque. Ou alors, vous allez vous tourner vers des solutions alternatives qui sont plus souveraines. Mais enfin, la dernière étape, elle est très importante. Et en Europe, ils le font parce que le RGPD, maintenant, ça a quelques années. J'avais même eu la chance de faire un mandat comme ça pour un client. C'est d'aller auditer les fournisseurs. C'est d'aller vérifier que les engagements contractuels, ils les appliquent. Et je pense que ça va s'en venir, je dirais, fin de cette année ou l'année prochaine. Ici au Québec ou au Canada, il y a tout un travail d'audit de vos fournisseurs à faire. Merci, le temps est arrivé. Merci beaucoup pour vos questions, vos participations. Merci infiniment. Très apprécié. Ouais.